Avant d'être une question de domination politique, c'était une question d'équilibre économique. Au début du XVIIIe siècle, le sous-continent indien représente environ un quart de la production mondiale. Ces textiles circulent sur tous les continents connus. Ces marchands relient l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et la Chine. L'Inde n'est pas périphérique au système mondial, elle en est un centre. Ce n'est pas une image idéalisée. C'est une réalité documentée. Les tissus indiens habillent l'Europe. Les épices structurent les routes commerciales. Les ateliers produisent à une échelle que peu de régions peuvent égaler à cette époque. Puis, en moins de 2 siècles, cet équilibre disparaît. Quand l'Empire britannique se retire officiellement en 1947, l'Inde ne représente plus qu'une fraction marginale de la richesse mondiale. Le pays est marqué par la pauvreté de masse, des famines récurrentes, un effondrement industriel et un faible niveau d'éducation. La question n'est donc pas morale. Elle est mécanique. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Au départ, la présence européenne n'est pas militaire. Elle est commerciale. Au début du XVIIe siècle, la Compagnie anglaise des Indes orientales arrive comme une entreprise parmi d'autres. Elle cherche à acheter des textiles, des épices, du thé. Elle installe des comptoirs, négocie avec les autorités locales, participe au commerce existant. Mais un problème structurel apparaît rapidement. L'Europe importe massivement des produits indiens, mais n'a presque rien à offrir en échange. Les produits européens intéressent peu les marchés locaux. Ce que l'Inde accepte, ce sont les métaux précieux. Résultat, un déficit commercial persistant pour l'Europe et une sortie continue d'or et d'argent. Pour les puissances européennes, ce déséquilibre devient une inquiétude stratégique. C'est à ce moment qu'un changement de logique s'opère. Plutôt que de payer pour les produits indiens, une idée s'impose progressivement. Contrôler les conditions de production permettrait de capter la valeur à la source. En 1757, un tournant décisif est atteint. La Compagnie des Indes orientales, soutenue par une armée privée, prend le contrôle du Bengale, l'une des régions les plus riches du sous-continent. À partir de là, elle n'est plus seulement un acteur commercial. Elle devient une autorité fiscale. C'est un point clé. Une entreprise privée obtient le droit de collecter les impôts d'une population entière. Elle devient à la fois acheteur, vendeur et percepteur. Cette confusion des rôles transforme complètement les incitations économiques. Les taux d'imposition augmentent brutalement. Là où les prélèvements étaient auparavant limités, ils deviennent massifs. La terre est évaluée, taxée, parfois jusqu'à l'épuisement. Les familles incapables de payer perdent leurs terres. La dette devient un mécanisme central. Mais le système va plus loin. Les impôts collectés en Inde servent à acheter les produits indiens eux-mêmes. Ces produits sont ensuite exportés vers l'Europe, où ils sont vendus avec profit. Autrement dit, la colonie finance son propre appauvrissement. Aucune entrée nette de richesse. Seulement une sortie continue. Quand une crise survient, les effets sont immédiats. En 1770, une famine frappe le Bengale. Des millions de personnes meurent. Les causes ne sont pas uniquement climatiques. Les paysans, déjà pressurés fiscalement, n'ont plus de réserves. Pourtant, les prélèvements continuent. Les exportations aussi. Les entrepôts sont pleins. Les villages sont vides. Ce modèle ne reste pas cantonné à la fiscalité. Il s'étend à l'industrie. Au début du XVIe siècle, l'Inde est ouverte de force aux produits manufacturés britanniques. Les barrières douanières sont levées d'un côté, maintenues de l'autre. Les textiles indiens, produits de manière artisanale mais extrêmement raffinés, doivent désormais concurrencer des tissus industriels produits à grande échelle. La concurrence est structurellement inégale. Les ateliers ferment. Les artisans perdent leurs moyens de subsistance. Des villes entières se vident. Pendant ce temps, le coton cultivé en Inde est exporté vers les usines britanniques, transformé, puis réimporté comme produit fini. La colonie fournit la matière première, perd son industrie, et rachète le produit transformé. Ce schéma est présenté comme rationnel. Chacun doit se spécialiser. L'un dans l'agriculture, l'autre dans l'industrie.
Sur le papier, l'argument semble cohérent. Dans la réalité, il crée une dépendance durable. Parallèlement, un autre flux s'installe. L'administration coloniale, les infrastructures, les forces armées, les pensions des fonctionnaires, les intérêts sur les emprunts. Une grande partie de ces coûts est supportée localement. Mais les bénéfices sont rapatriés ailleurs. Chaque année, des sommes importantes quittent le territoire. Ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas de l'investissement productif. C'est un transfert net. Quand les famines se multiplient à la fin du VI siècle, le modèle ne change pas. Les cultures vivrières sont remplacées par des cultures d'exportation. Les mécanismes de marché priment sur les impératifs de survie. La nourriture continue de circuler. Les populations, elles, disparaissent. À l'indépendance, le constat est clair. 2 siècles d'intégration forcée dans un système mondial ont profondément déséquilibré l'économie locale. L'Inde sort politiquement libre, mais économiquement affaiblie. Et c'est là que l'histoire dépasse son cadre. Les structures décrites ne sont pas spécifiques à une époque. Elles reposent sur des mécanismes récurrents. Dette, asymétrie commerciale, contrôle des règles, concentration des flux financiers. Aujourd'hui, les formes ont changé. Le vocabulaire aussi. Mais les logiques restent étonnamment similaires. Les prêts remplacent les tributs. Les accords commerciaux remplacent les chartes coloniales. Les multinationales remplacent les compagnies impériales. Les flux, eux, continuent de circuler majoritairement dans une seule direction. Comprendre ce passé, ce n'est pas rouvrir un dossier ancien. C'est reconnaître des structures toujours actives. Et c'est précisément pour ça que cette histoire mérite d'être analysée calmement, sans slogan, sans jugement immédiat. Parce que les systèmes les plus efficaces ne sont pas ceux qui s'imposent par la force, mais ceux qui paraissent naturels. Si ce type d'analyse t'aide à voir les mécanismes derrière les chiffres et les récits dominants, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi. D'autres décryptages arrivent.